et merci à toutes et à tous d'être ici, de participer à ce séminaire. Donc, je vais commencer cette présentation que j'ai intitulée De la frontière à l'ouverture, une approche poétique et écoféministe chez Simona Gai, Renata Laura Portet et Coleta Planas, trois poètes de la Catalogne du Nord, et quels sont les objectifs que nous envisageons effectuer à partir de cet intitulé de conférence. Donc, nous allons aborder trois objectifs principaux. En premier lieu, nous essayerons d'ouvrir trois frontières auxquelles nous considérons que ces trois femmes se confrontent. De là l'intitulé de la frontière à l'ouverture. Et quelles sont ces trois frontières? Donc, elles font d'objet d'une frontière linguistique parce qu'elles s'expriment en catalan, une langue pas minoritaire mais minorisée, et en plus avec les dialectes septentrional ou roussillonnais, un dialecte catalan de la périphérie des pays catalans. Elles ont subi une frontière territoriale parce qu'il s'agit des trois écrivains de la Catalogne du Nord, c'est-à-dire du département français des Pyrénées-Orientales et de l'État français, un État qui invisibilise les langues autres que le français, les langues dites régionales comme le basque, le breton, l'occitan, etc. Elles font l'objet d'une frontière de genre parce qu'il s'agit de trois femmes écrivaines. Et c'est pour cela que dans ce séminaire et dans cette conférence, nous vous proposons de lutter contre la cryptogénie. En effet, aujourd'hui, nous avons le but de lutter contre l'invisibilisation ou l'occultation des référents féminins, plus précisément dans l'histoire de la littérature catalane à partir de ces trois femmes poètes. Nous considérons que lutter contre la cryptogénie signifie ouvrir les frontières de l'imaginaire collectif, un imaginaire qui se nourrit précisément des frontières linguistiques, territoriales et frontières de genre. Ainsi, pour nous confronter avec cette cryptogénie, dans la première partie de notre exposé, nous traiterons ces trois femmes écrivaines et ces ouvrages principaux. Et deuxièmement, nous aborderons la terminologie des sciences humaines, écoféminisme, écocritique féministe et posthumanisme, dans laquelle nous pourrions situer la production poétique de ces auteurs. Finalement, nous assisterons à une dégustation poétique où nous développerons une analyse à partir de cette approche théorique pour comprendre surtout quel est le traitement de la nature dans la production poétique de ces trois femmes. Donc, mon premier point portera sur une approche des ouvrages de ces trois écrivains dans le but de mettre en lumière tout son potentiel littéraire. Premièrement, il faut dire qu'il s'agit de trois femmes nord-catalanes de différentes époques. Nous avons Simona Gai, qui est née en 1898 et qui s'affirme au niveau littéraire dans la décennie des années 30, quand elle a 30 ans, entre 30 et 40 ans. D'un autre côté, nous avons Renata Laura Portet, qui est née en 1927 et qui s'affirme à niveau littéraire tardivement, aux années 90, quand elle a 60 ans. Et finalement, nous avons Coleta Planas, Colette Planas, qui est née aux années 50 et qui s'affirme littérairement aux années 90 aussi, quand elle a 40 ans. Donc, Simona Gai. Et on dit souvent que Simona Gai, ou Simona Pons Trainer, est la première femme poète de la Catalogne du Nord. Mais il faut faire attention à cette affirmation parce qu'en réalité, il y a eu d'autres femmes nord-catalanes qui ont publié des poèmes dans des revues. Par exemple, Marcela Rocarilles, Brigitte Azema, Susana Baxar, Joana Safont, Joana Maureso, etc. Dans des revues comme Canigo et Revue catalane ou Tramontane, entre d'autres revues, avant ou après elle. En tout cas, Simona Gai est la première femme qui publie des livres de poésie. C'est la oui, en Catalogne du Nord au XXe siècle. Elle est née à Île-sur-Tête, Illa, un village du Roussillon, et quand elle est petite, elle s'imprègne des paysages dans lesquels elle habite et qui lui confèrent une sensibilité attachée à son pays. Les mêmes paysages et éléments de la ville de son frère poète, Josep Sebastià Pons, à partir desquels ils vont s'inspirer et ils vont être la cause de sa création poétique. Après l'école primaire à Illa,
Elle reçoit une instruction religieuse au couvent de Portbou, menée par la congrégation des Bénédictines de Toulouse, une éducation religieuse en français avec un fort patriotisme national français, comme nous l'indique Michela Valls dans le prologue de Obra Poética. Dans le couvent de Portbou, elle écrit un journal intime en français avec des traces poétiques qui ne sera jamais publié, mais que Michela Valls, professeur retraité de la littérature nord-catalane de l'Université de Perpignan, donc a un projet de publier ultérieurement. Quand Simona Gai a 16 ans, elle rentre à Illa et quelques années après, elle se marie avec son cousin, Léon Gai, qui est 17 ans plus âgé qu'elle. Elle va suivre son mari à Pontoise, Rennes, Versailles et Paris, et elle va devenir très rapidement adulte. Elle aura 3 enfants auxquels elle va concéder quelques poèmes. Elle commence à publier des poèmes dans des journaux locaux et elle gagne plusieurs prix lors des Jeux floraux du Genet d'Or organisés par la Colla del Rosselló, l'entité culturelle de l'époque. Et la poésie va devenir pour elle une façon de digérer cette nostalgie du pays catalan, le mal du pays, qui va lui manquer beaucoup à Paris, même si elle rentre souvent pour passer les vacances en Catalogne du Nord. Ça, c'est une tendance qui va se répéter avec beaucoup de poètes en Catalogne du Nord, par exemple depuis Pere Talric de la Renaissance catalane. Donc, Simona Gai publie des ouvrages de poésie dans les années 30, Aigües vives, Eau vive, et Lutte amb l'àngel, Lutte avec l'ange, et traduite pour elle-même en français, Un regard. Et aux années 60, 4 ans avant de mourir, elle publie, cette fois-ci seulement en catalan, La gerra al sol. Et ces 3 ouvrages sont réunis par Michela Valls en 1992, mais ces livres étaient épuisés depuis longtemps, même si Michela Valls a un projet aussi de publier l'œuvre complète. Dans les 3 ouvrages de Simona Gai, le moi poétique représente une âme humaine qui fait partie intrinsèquement de la nature. Dans une perspective éco-critique, nous pouvons affirmer que l'interaction avec le ciel et la terre fait partie et une constante du moi poétique de Simona Gai. Les éléments naturels, en effet, ne sont pas une force aliène à l'individu. En effet, la poète est nature et la nature est poésie chez Simona Gai. Ainsi, nous sommes devant un espace ouvert à la dignification de la nature. La nature surgit dans la poésie de Gai comme un dieu capable de projeter d'un côté le bonheur ponctuel, les moments plus présents et instantanés en contact avec la terre, et de l'autre côté, elle exprime la douleur éternelle du passé et l'absence infinie, le bien et le mal, le tout et le néant. La nature, en particulier les fleurs, sont constituées chez Gai autour de la dualité présence-absence, à mon avis. Donc, par le biais de la nature instantanée, dans ses vers, elle rend l'amour à sa famille, mais aussi les absences qui deviennent le moteur de sa création. Donc, l'absence de son pays catalan qui va lui manquer à Paris, après son mariage, l'absence de l'amour impossible, amical et frustré du poète de Barcelone qu'on soupçonne Thomas Garcés, et les poèmes de son frère absent après sa mort dans La gerra al sol. Il faut signaler que même si l'année 2019 a été déclarée l'année Simona Gai, un any Simona Gai par la Generalitat de Catalunya, avec le soutien de la mairie d'Illa et l'association Amics de la Casa Samsó et de l'Institut franco-catalan transfrontalier de l'Université de Perpignan, Simona Gai n'a pas été suffisamment reconnue dans l'ensemble de la littérature catalane. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici pour lutter contre cette invisibilisation. Renata Laura Portet.
Donc, elle est née en 1927 à Sant Pau de Fenollet, à la Catalogne du Nord, et elle vit encore. Elle a fait ses études à Montpellier et pendant ses 90 ans d'expérience vitale et littéraire, elle s'est spécialisée dans les différents genres littéraires. Elle a publié des romans, des nouvelles, des essais et du théâtre. Et à niveau de la recherche, elle est spécialiste dans le domaine de la linguistique, de la toponymie de l'onomastique. Son incursion dans le monde littéraire et culturel de la Catalogne du Nord s'effectue en 1967 avec sa participation, comme Simone Aray, dans le jeu Floraux du Genet d'Or, où elle gagne la fleur naturelle avec son poème Si sabies amour. Avec une production tardive chronologiquement, elle se fait connaître avec le recueil de nouvelles Castellnegre, avec lequel elle gagne le prix Victor Català en 1981, un recueil sous le regard d'une narratrice femme dans un imaginaire où nous pouvons constater le conflit de l'intégration de l'individu féminin dans un monde masculin. En 1986, elle publie L'Escletxa, un roman qui combine la fiction avec des irruptions et commentaires sur la situation linguistique de la Catalogne du Nord. 2 ans plus tard, elle est finaliste du prix de roman érotique La Piga avec l'ouvrage El Metro de Barcelona, signé avec le pseudonyme Vicent Valencià, et qui sera publié plus tard en 1991 avec le titre Memòries de la vídua reposada avec le même pseudonyme. Et après, elle publiera ce roman avec son vrai nom en 2017. Dans ce roman, la protagoniste n'a pas de prénom et des parents inconnus. Comme nous le dit l'auteur du prologue, Jesús Aumatell, elle va constituer son identité par mimétisme, par le reflet du désir avec l'autre. Pour cela, quand le désir n'y est pas, se produit une crise. Dans ce roman, nous apercevons une présence intertextuelle d'auteurs de la tradition universelle de la littérature érotique, comme Anaïs Nin, mais aussi nous avons des références à la littérature catalane, comme Tirant lo Blanc. Et je considère que la réaffirmation du pouvoir sexuel de la femme est évidente dans ce roman. En 1990, elle publie aussi des caractères érotiques l'ouvrage Lettera amorosa, un recueil de 15 nouvelles, quelques-unes avec des citations de Carles Riba en tête. Et le titre du recueil a aussi une référence intertextuelle. Il remet au poème de René Char, Lettera amorosa, de 1963, qui en même temps reprend l'opéra de Claudio Monteverdi de 1619. Aux années 2000, elle publie 2 romans. Le premier, Rigau i Rigau, un pintor à la corte de la Rosa Gratacull, qui est une création littéraire à partir du parcours de vie du peintre de Perpignan, Jacint Rigau. Elle publie aussi Mirall de Duoda, comtessa de Barcelona, duquesa de Septimània, avec un prologue de Vinyet Pagnella, et une création littéraire à partir du manuel d'éducation Mirall, que l'écrivaine théologienne et comtesse Duoda avait laissé manuscrit à son fils aîné. En ce qui concerne la poésie, et presque 20 ans après d'avoir gagné la fleur naturelle de Jules Floraux en 1992, quand elle a 67 ans, elle publie 2 livres de poèmes, Jocs de convit et Una ombra anomenada Oblit. Le premier livre présente une poésie que nous pourrions qualifier de moderne et expérimentale. En effet, il s'agit de poèmes protéiformes, de la prose poétique et de la poésie combinatoire. Avec ses premiers livres, Jocs de convit, elle s'instaure comme poète. Elle se sert du jeu constant avec le langage et elle invite le lecteur à participer dans sa poésie. Le deuxième livre de poèmes révèle une poésie rythmique qui tourne autour le mot oubli, métaphore du fils mort prématurément et en même temps métaphore de la langue catalane. À mon avis,
avec des constantes images poétiques et métaphores, le moi poétique réussit de réduire le lexique jusqu'au noyau des sensations. 2 ans après, en 1994, elle publie El cant de la Sibila. Et comme l'a dit Carme Pagès dans son essai sur la poésie de Portet, cet essai que je vais vous montrer, à travers sa mélodie mystifiée, Portet nous chante l'amour, la mort et le temps. La sibylle symbolise l'existence humaine divinisée et le chant, l'instrument divin, la voix qui lui permet de transmettre un message sincère et pur. Nous constatons l'importance qu'elle accorde à la langue catalane, sa langue maternelle aussi. Le dernier ouvrage est un livre de poèmes qui s'intitule Nom et il est publié en 2017. Ce livre a un prologue de l'écrivain et critique littéraire nord-catalan Pere Verdaguer qui nous explique l'origine du pronom non et la répercussion de ce pronom quand il apparaît dans les poèmes de l'auteur. Parce que parfois, il fait référence à une entité générale, d'autres fois, les moi poétiques s'incluent dans ce pronom, et dans d'autres occasions, il correspond à l'anonymat. Dans l'ensemble, on trouve une voix poétique qui s'affirme dans une dialectique entre le vide et l'inquiétude de la vie. Maintenant, nous aborderons Coleta Planas, ou Colette Planas. Donc, vous la voyez ici, à droite, et elle est en train de réciter un poème de Simona Gai, d'Aigües Vives, dans le festival de Illa de Poetes à Illa, Île-sur-Tête, l'année dernière. Donc, nous pouvons dire qu'elle est la poète actuelle nord-catalane. Elle est née en 1955 à Pampelon, un village d'Occitanie, fille d'une mère roussillonnaise. Elle vit jusqu'à ses 20 ans dans le Tar et elle fait ses études universitaires d'espagnol à Toulouse et après elle rentre en Catalogne du Nord. Elle devient conseillère pédagogique pour le catalan et pour l'enseignement primaire. Comme Simona Gai et Renat Braura Portet, elle gagne un prix de Jo Floró et en 1987, elle gagne le prix de poésie française-catalan. En 1991, le prix Carles Grandó et en 1992, le prix Joan de la Sella. Planas a publié beaucoup de littérature infantile et aussi 4 livres de poésie. Le premier est Muralles pintades de blau, publié en 1997, avec un prologue du grand écrivain nord-catalan Juli Pérez Cerdà. Dans ce livre de poèmes, comme nous l'indique le titre et aussi Cerdà dans son prologue, il s'agit d'une poésie où se retrouve la force d'un corps qui se bat avec un mur, avec une volonté de l'affranchir, de se libérer à travers la parole. Et en même temps, il s'agit d'un mur, d'une muraille, qui est de couleur bleue, comme la mer, donc transparent et sensible. Nous trouvons une conjonction de la souffrance et de la force, d'un côté, avec le plaisir et l'émotion à travers les mots, d'un autre côté. Une poésie où le corps de la femme prend toute l'importance. Et une poésie qui parle de l'expérience de la langue maternelle, la langue catalane. Elle publie Carrer, Dona i Hort, Carrer i Dona Hort en 2006, Deixa entrar la poésie en 2009 et en 2017 son dernier livre de poèmes Transparent qui présente une traduction en français en regard. Cet ouvrage contient 3 parties. La première partie s'intitule Cuquetes de llum del nord, donc Lucioles du Nord, composée d'haïkus. La deuxième partie, Recordatem, Souviens-toi, qui est un récit de l'exil républicain catalan, la retirada, et comme nous le dit Joan Tocabens, poète nord-catalan aussi, comme il nous dit dans le prologue, il s'agit
d'un hommage à son père, Martial Mayans, héros de Mauthausen, et qui s'est distingué par sa résistance au fascisme franchiste et hitlérien. Et donc cet exil, cette retirade, se présente sous la forme d'un long poème dramatique avec une pluralité de voix d'où naissent les émotions et les révoltes. La dernière partie de Transparent s'intitule Despulla la lluna, un ensemble de poèmes où l'auteur chante son pays catalan. Pour terminer sur ce point et poursuivre notre conférence, il faut remarquer qu'il s'agit de trois femmes très différentes, donc de différentes époques, avec des ouvrages très différents. Tandis que Simona Gai est très classique, Renata Laura Portet et Coletta Planas font partie d'une modernité plus tangible. Cependant, nous pouvons identifier dans ces ouvrages des points en commun par rapport au positionnement du moi poétique en ce qui concerne le traitement de la nature à partir d'une perspective éco-critique féministe plus ou moins évidente selon chaque auteur. Donc, je vais vérifier les chronomètres pour voir. Donc, avant de nous pencher sur quelques poèmes de ces femmes écrivaines, nous aborderons quelques notions théoriques, donc l'écoféminisme, l'éco-critique féministe et à partir d'un positionnement post-humain. Donc, qu'est-ce que c'est l'écoféminisme? Donc, l'écoféminisme est un courant de pensée qui surgit par la première fois dans l'ouvrage le féminisme de 1972 de Françoise d'Aubonne. Aubonne soutient que la révolution féministe est nécessaire à la révolution écologique, puisque c'est la domination des hommes sur les femmes et sur la nature qui fait la crise environnementale actuelle, comme nous l'indique Anne-Lynne Gandon dans un article qui s'intitule L'écoféminisme, une pensée féministe de la nature et de la société, que je vous ai mis dans la bibliographie à la fin. Donc, comme explique Gandon, à partir d'Aubonne, nombreux philosophes ont repris le terme écoféminisme pour mettre en lien la relation qu'il y a entre l'exploitation de la terre et l'oppression des femmes par le système. L'éco-critique interprète les textes littéraires à partir de la vision écologique que ces textes véhiculent. Selon Glotfelty, de la même façon que la critique féministe aborde la littérature et la langue à partir d'une perspective genrée, l'éco-critique ouvre les études littéraires à une perspective centrée sur la Terre. Au lieu de faire une distinction entre écoféminisme et éco-critique, Greta Gard, dans son essai Nouvelles orientations de l'écoféminisme vers une éco-critique plus féministe, essai de 2010, donc elle annonce l'apparition du terme éco-critique féministe. Et elle signale que l'analyse intersectionnelle de la nature, le genre, la race, la classe, l'espèce et la sexualité est une analyse qui ne se limite pas à une définition essentialiste du féminisme ou écoféministe, sinon qu'elle offre une approche conceptuelle et stratégique pour atteindre la justice sociale et la démocratie économique et écologique, nécessaires pour résoudre les crises du moment présent. Donc, il s'agit d'une dimension féministe plus prononcée des études éco-critiques vers une justice environnementale et vers une justice vers les femmes. Ainsi, l'éco-critique féministe adopte également une position éthique post-humaniste dans laquelle l'humain et l'environnement naturel ne peuvent plus être considérés séparément. Comme nous le dit Opperman, et il s'agit d'une conception
contre l'anthropocentrisme. Dans cette perspective, le monde naturel, les femmes, les hommes, la matière, le corps, les corps, les espèces non humaines coexistent d'une façon dynamique, transversale et horizontale, sans hiérarchie. Les frontières des dualismes occidentaux tels que culture-nature, homme-femme, corps humain, corps naturel, se dissolvent. Dans ce sens, les moi poétiques ne représenteraient pas un être humain arborescent, mais rhizomique, comme nous le disent Deleuze et Guattari, et comme nous le dit aussi Josep Marquès dans sa thèse sur Joly Belcerda. Donc, il s'agit d'un être humain sans hiérarchie horizontale au même niveau que tout le reste de la matière. Ce côté post-humaniste de l'éco-critique féministe ne se propose que seulement que de brouiller les limites entre humain et non humain, ou simplement d'invertir l'humanisme, sinon qu'il vise à comprendre les manières particulières de dessiner et d'effacer les frontières entre humain et non humain. Il s'agit de penser transversalement, de tenir en compte les interactions entre nature et culture, entre langue et réalité, entre écosystèmes et structures sociales et culturelles. Par conséquent, l'éco-critique féministe perçoit la nature comme un espace de culture multiple, interactif et intraactif, comme nous adverbe Opperman. Et dans ce sens, les interactions de matière et discours, par exemple les interactions de nature et littérature, créent une nécessité mutuelle et de connexion entre nature et esprit, corps et environnement. Et il s'agit d'une conception de la pensée comme une intelligence incarnée et entourée des mondes. Et il s'agit aussi de prendre conscience de la relation et connexion entre nature vivante et non vivante. La matière est vivante et lisible dans le corps et dans la pensée de l'individu. Et les échanges d'humains et ces constructions sociales, juridiques, linguistiques, avec les noms humains, donc arbre, vent, feu, électron, sont exprimés de manière horizontale, comme nous l'avons dit. Il s'agit d'un mélange harmonieux des natures humaines et non humaines. Le corps, qui agit avec d'autres corps, animaux, plantes, etc., suggère une poétique de la nature à travers une imbrication de la réalité qu'il comprend. Et comment cela peut se traduire dans la poésie, par exemple. Donc, la nature et les mots poétiques sont au même niveau à travers l'expression rhétorique et à travers des figures de style, et comme la personnification ou la comparaison, sous une conception post-humaniste dans laquelle l'humain et le non-humain ne peuvent plus être considérés séparément. Dans ce sens, et je finis avec ce deuxième point, il est important de remarquer comment les féminismes, au pluriel, ont contribué à faire l'attention sur la corporalité, la sexualité et les émotions. Comme nous dit Margalida Pons dans son article Émotions proscrites, il s'agit d'une attention qui a aidé à redéfinir une philosophie et une science qui ne comprennent pas le masculin comme point de vue universel. Ça aide à casser le système binaire d'interprétation de la réalité, les hiérarchies et les immobilismes que ce système mène. Ces notions et ces idées que nous avons vues dans cette deuxième partie de l'exposé, comme je vous disais au début, sont plus ou moins évidentes ou plus ou moins explicites dans les trois écrivains que nous présentons aujourd'hui. En effet, on passe d'une expression du moi poétique à travers la nature
chez Simone Arai, de la première génération, à un positionnement éco-critique féministe plus clair et explicite dans la poésie de Coletta Planas, par exemple, de la dernière génération, avec une présence corporelle plus évidente, comme nous allons le constater maintenant. Bon, après, parce que d'abord, on va constater Simone Arai. 2 secondes. Ok. La poésie en catalan, langue liée à la terre, à la nature et au paysage qui l'entoure, est pour Simone Arai une façon de digérer les mal du pays catalan qui lui manque autant du Nord quand elle est à Paris. Ainsi, la plupart des lieux évoqués sont toujours liés à un sentiment de mélancolie. Nous pouvons le constater dans son poème mythique Adeu a Illa, Adieu à Île, à travers 10 strophes de 4 vers, les mots poétiques dit adieu à une autre voix poétique, en toi, qui correspond à sa ville natale. Un espace imprégné d'un soleil que le moi poétique désire s'emporter à Paris, au nord. Bé me'n voldria dur un raig. Mais qu'elle peut seulement se résigner à avoir le souvenir de la beauté exaltée à travers la métaphore de la fleur. Illa est une fleur dorée par la lumière du soleil, rosa flor, fleur blonde, et qui ressort de la plaine fertile dins la rica plana, et en même temps métonymie de l'ensemble de son pays catalan. C'est une fleur qui représente une métonymie de l'ensemble de son pays catalan, pays de sol et tramuntana, si différent du nord, et qui lui manque déjà au moment de lui dire au revoir. Te deixi sempre amb enyorer. Et le clocher, symbole d'identification du village d'Illa, est le gardien de ce village et de la nature avec laquelle il est composé. Si guarda vila i riberal ple d'ocellets, guarda les fonts i el vell portal. Par conséquent, le village d'Illa et les souvenirs sont à l'abri et protégés en absence du moi poétique. Et l'été est fini, elle va rentrer à Paris, à la ville, à l'urbanité, à l'hiver, au froid. Si cal deixar plana i muntanyes, s'atansarà l'hivern geliu. Une terre d'enfance et de bonheur imprégnée d'éléments naturels. Els teus horts, el teu vinyer, la figuera, l'oliu i el manglaner. Des éléments souvent luxueux pour les yeux idéalisants et mélancoliques du moi poétique. Amb tes 1000 fonts, frescos, tresors. O sembla de plata el vell oliu. Dans ce premier poème, nous observons comme le moi poétique s'ancre dans un espace collectif, culturel et linguistique, à travers la mélancolie et la distance. Le moi s'identifie avec un paysage et la flore et la faune que le conforment. Dans d'autres occasions, Simone Arai établit une imbrication plus explicite avec la nature et avec les paysages pour exprimer les sentiments plus profonds. Dans ce poème, Vall Fosca, Vallée sombre, nous apercevons comme l'âme du moi poétique se trouve dans une espèce de cauchemar, une vallée sombre, floue. Elle se trouve perdue, bloquée, elle ne trouve pas la lumière pour continuer à vivre, i pels meus ulls no s'entrellusca el meu destí. Nous pouvons constater un contraste entre le bonheur au-delà de son chemin, quand elle nous dit
que la lluna blanca allà somriu, la lune blanche sourit là-bas. Mais dans le moment présent, la difficulté dans sa vie continue i jo no veig ni una palanca per passar el riu. Tout d'un coup, elle se réveille, una font freda trenca la nit, mais ce cauchemar, cette peine, va rester toujours dans son corps. És una veu que corre i queda a dintre del pit. Nous n'avons pas plus de temps de nous pencher sur Simona Guy, mais il est important de remarquer que chez Guy, nous constatons une traduction poétique des émotions à travers l'expérience pure de la nature. Chaque élément de la nature, exprimé en Guy, implique une émotion interne. Ainsi, par exemple, dans d'autres poèmes, la mer et le vent expriment presque toujours l'angoisse existentielle. La pluie exprime une renaissance de l'esprit. L'eau et les fontaines manifestent la culture orale ancestrale et les temps inexorables qui s'écoulent. La forêt souffle la solitude et le silence. Et le fleur, l'amour marital ou l'amour impossible. Passons maintenant à Renata Laura Portet. Et nous avons ici le poème 4, poème 4, du livre de poèmes El cant de la Sibilla, le chant de la Sibylle. Et les vers qui conforment cet ouvrage expriment un chant à la création littéraire, comme nous dit Pagès dans son essai sur Renata Laura Portet. La Sibylle de Portet symbolise l'être humain transnaturel qui lui permet de communiquer avec le monde des dieux, comme nous le fait constater Pagès, mais qui lui permet de communiquer aussi avec le monde matériel. La mère terre, ou la mère nature, et la voix interdite, trahie, moquée, bafouée, aquella veu prohibida, créent des vers qui sont à l'origine de la souffrance et du sentiment d'impuissance chez la poète, qui ne peut rien faire pour que la langue ressurgisse. Elle la récupère de l'obac secrète, donc du secret caché dans l'ombre, grâce au chant de la Sibylle. La Coma de l'Infern est un microtoponyme du village d'Illa, d'Île-sur-Tête, le village aussi de Simona Guy, et qui a à côté, dans le même village, le lieu-dit La Sibylle, qui existe, c'est lui. Donc c'est un chant qui renaît, qui s'élève constamment et d'une façon rebelle des cendres du phénix. Renaissent réitéradament. Ainsi, on constate dans ce poème un retour de l'âme vers la terre que nous pouvons observer dans la poésie d'autres poètes nord-catalans, comme par exemple Juli Pérez Cerdà, ou chez les plus contemporains comme Jean-Francesc Castex ou Coleta Planas, qu'on va parler tout à l'heure. Donc, un retour vers la terre où la nature, l'âme humaine et la langue s'équilibrent et font partie d'un tout. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, nous avons un poème de Coleta Planas, intitulé Tinc fam, j'ai faim, qui est un poème beaucoup plus explicite par rapport aux théories que nous avons exposées avant. Donc, ce poème nous situe déjà dans un état très corporel. Le fait d'avoir faim, donc, est un besoin instinctif, un besoin du corps. Et nous observons comment la poète veut se baigner et s'imprégner au complet, entera, dans la matière qui conforme son pays, en el fang ocre, dans la bourrée de son pays.
Elle prétend prendre cette matière avec les mains et elle veut toucher cette matière, palper les paysages de son pays, se salir de lui. M'empastifaria les mans. Et les transformer après en création, per pintar. Mais peindre dans la même nature, sobre el rocam, sur le rocher de son propre délire, qui est sa réalité intérieure, la meva embrigadesa. Elle aimerait également engloutir toute la mer, comme s'il s'agissait d'un verre bleu transparent, massa limpide, qui pourrait en même temps cramer son ventre. Donc, nous observons cette antithèse apparente entre l'eau de la mer et le feu de son ventre, de son corps. Mais ici résonnent les mots de Cerda du prologue et ce qu'on expliquait avant par rapport à situer la corporalité, la force d'un côté et les émotions d'un autre côté au même niveau, tout en compatibilité. Il s'agit du cassement de ce dualisme hiérarchique entre sensibilité et force. Nous observons une corporalité du soleil qui a des doigts et du sang. Donc le soleil, il est personnifié. Et, que la poète veut faire passer sur les drapeaux jaunes en la tela d'or. Donc le sang et l'or, les drapeaux catalans. Et de la même terre, de la matière contenue dans les paysages, elle veut faire pousser, brollar, tel qu'une plante, le sel de la langue de sa collectivité, nostra llengua, une langue négligée et ignorée, desentesa. Dans les dernières 5 vers, on voit la résumé du besoin corporel, think femme, un besoin qui conforme la nature de son paysage, mar, terra, sel, et de sa langue maternelle, llengua. Nous pouvons observer tout au long de ce poème les champs lexicales du corps, donc les mains, les ventres, les doigts, le sang, les champs lexicales des éléments naturels et minéraux qui conforment le paysage, la bourrée, le rocher, la mer, le soleil, le sel, et la langue attachée à ce paysage et à cette nature, la langue catalane. Donc, j'ai presque fini. J'aimerais juste commenter brièvement quelques haïkus de son dernier livre de poèmes, de Coleta Planas, Transparent. Et donc, j'aimerais juste vous dire que d'un point de vue écrocritique, le moi poétique s'exprime dans ces haïkus comme en faisant partie d'un tout cosmologique, universel, composé de matière, corps, entités humaines et non humaines, sans hiérarchie, et aussi à partir d'un positionnement d'individus post-humains qui s'inquiètent de l'avenir. Donc, les mots poétiques et la nature sont unis dans le cosmos, font partie d'un tout indivisible et en même temps hétérogène. On voit ici homme, planeta blau, planta mineral, cosmos animal. O xarxes connectades entre coses i homes, buits i energies. O, d'une façon plus évidente, microcosmos buit, microcosmos matèria jo, un didal prétentiós. Le moi poétique veut protéger la nature du mépris et d'autres spéculations. Gaudir del senzill do, aire, aigua, terra, respecte, no gastar més. O ici, responsable del sí, dels altres de l'animal, del végétal bé comú. La poète montre aussi sa préoccupation pour l'avenir du monde et la nature.
aviat no en tindrem més, pas més natura, mort de la vella. Et l'état d'âme du moi poétique exprime ses sentiments à travers cette nature. No repetir sense parar, deixar passar el riu, bany bàlsam de cor. Donc, la nature procure de la tranquillité au moi poétique. O ici, supervivència amb de l'ànima agafa nuvolades. Donc, nous allons maintenant conclure. Donc, récapitulons. Premièrement, nous avons pu constater comme écrire en catalan dans un territoire français, comme la Catalogne du Nord, est une façon d'écrire en clé posthumaniste. Pourquoi? Parce que nous équilibrons cette hiérarchie qui existe entre les États majeurs qui oppriment les petites nations et les langues minorisées. Chanter un paysage en catalan, un paysage qui fait partie d'un espace concret à partir duquel le moi se repère et appréhende avec H la réalité et la revendique, c'est aussi une façon d'équilibrer les forces face à une globalisation génocide qui efface la multiplicité d'identités. Deuxièmement, écrire la nature et les paysages n'est pas comme une contemplation, mais en s'imbriquant en elle, à partir du corps et à partir de l'esprit, comme nous l'avons vu, et en s'exprimant à partir de la symbiose entre le moi et la matière du monde, c'est de créer de la poésie en clé éco-critique féministe. Dans ce fait, se consacrer comme femme écrivant dans la société, avec une littérature où le corps, la langue, la nature, la femme, la sensibilité et la force sont en communion, est une façon de se positionner contre la hiérarchie patriarcale et capitaliste qui régit notre monde. Donc, j'ai fini. Moltes gràcies per la vostra atenció. Merci de votre attention. Bon, merci Estelle. Si est-ce qu'il y a des questions, vous pouvez dire, écrire. Bien sûr, je vais dire, non, je pense que parler de tout le monde présent, que c'est magnifique le travail d'Estelle et que c'est nécessaire, non? Non simplement que parler de l'écrivain de la Catalogne Nord, sinon parler de la littérature de Catalogne Nord, qui beaucoup de fois s'oubliait de la littérature catalane en général. Alors, c'est merci pour donner à connaître ces écrivains. Moltes gràcies. Donc, si teniu alguna qüestió, voleu que parlem d'alguna cosa, que no esteu d'acord o que sí, sempre serà molt nutritiu. María La Cueva, creo que il y a des questions, María. Oui, merci Estelle, c'était magnifique cette approche de ces écrivaines très méconnues malheureusement. Je voudrais te demander deux choses. La première, est-ce que tu peux répéter les noms des écrivaines qui ont écrit avant Simone Weil? Tu as dit elle était la première qui a publié des livres complets, des livres de poèmes au XXe siècle à la Catalogne du Nord, si je ne me trompe pas. Mais avant, il y avait des écrivaines qui ont publié des poèmes un peu dispersés par-ci par-là, au caniveau, etc. C'était lesquels, si tu peux donner les noms? Et je ne sais pas si tu as eu le temps de les étudier aussi un petit peu, mais de quoi elles parlent? Elles suivent un peu les inerties et les sujets que Simone Weil traite aussi, ou c'est quelque chose d'autre? Merci. Merci de ta question, Maria. Donc, en fait, j'ai dit des noms et il y a quelques-uns qui ont publié après Simone Weil et d'autres qui ont publié avant. Et c'est des noms que m'a donné Michaela Valls il y a 2 semaines par mail. Et donc, on a discuté un peu par mail et on s'est dit que, voilà, qu'il fallait faire quelque chose avec ces écrivains parce que jamais personne s'est intéressé à elle.
Et donc, je peux te dire les noms qu'elle m'a dit. Et qu'en fait, comme on avait parlé plusieurs fois avant entre nous, et comme tu disais, comme tu dis toujours, et comme tu dis aussi dans ta thèse, c'est un travail de picar pedra. Donc, il faut aller dans les archives, il faut aller dans le Fons Grandot, à l'Université de Perpignan, il faut prendre toutes les revues, il faut regarder où est-ce que, voilà, que tous les poèmes qu'elles ont écrits, c'est un travail très dur. Donc, les prénoms et les noms. Donc, on a Marcela Rocarilles, Brigitte Azema, avec Z, Susanna Baixà, Joanna Safont, Josette Belluc, Joanna Maureso. Joanna Maureso, elle est plus connue, elle a publié après des choses, des ouvrages. Agnès Rivemal, Maria Rosa Castan, Lucia Bartra, qu'elle a publié aussi des pièces de théâtre, comme on l'a dit avec le séminaire l'autre jour. Après, Angela Sicard, Marcela Rocarilles. Et les femmes que je viens de te dire, c'est des femmes que tu m'avais dit aussi dans l'anthologie que tu nous avais montré le premier jour. Et alors, je les avais notées par ici. Ah oui. Donc, l'anthologie que tu avais dit, c'était les 5 branques. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 femmes nord-catalanes dans l'anthologie que tu nous avais montré. Donc, Joana Maureso, Maria Rosa Castan, Rosa Geli, Lucia Bartra, Angela Sicard et Marcela Rocarillas. Donc, quelques noms que j'ai dit aussi. Mais voilà, il reste beaucoup de travail à faire. Mais il faut qu'on le fasse. D'accord, merci. Et deuxième question, est-ce que Renata Portet, Renata Laura Portet, est-ce qu'elle a jamais dit ou expliqué pourquoi elle utilisait un pseudonyme masculin? Oui, elle a expliqué dans de diverses occasions. Elle racontait toujours une anecdote, je ne me souviens pas exactement, elle me l'avait raconté il y a 2 ans. En fait, elle avait honte de ce prix, donc elle avait honte, entre guillemets, elle était timide, elle voulait pas, voilà, elle voulait pas accepter qu'elle avait gagné un prix de littérature érotique, et c'est pour ça qu'elle avait inventé ce pseudonyme très valencien, non? Vicente, c'est un prénom valencien. Et voilà, c'était une anecdote, mais je me souviens pas trop. Mais elle m'avait expliqué ça, que à la base elle avait pas, elle avait honte un petit peu, elle était timide par rapport à ce prix. D'accord, merci. Bon, Fabrice aussi a des questions. Si tu veux dire, Fabrice, avant. Merci beaucoup. Hop, je remets ma vidéo. Et merci beaucoup Estelle pour cette présentation qui est sur des poétesses que je connaissais et malheureusement un peu trop encore vaguement. Et j'ai pu découvrir des écritures véritablement ancrées et dans un rapport naturel et à ce qui est donc par rapport à la construction et du genre et la construction également et, des États. Et j'aurais 2 questions. Ma première question, c'est quel est le rapport qu'entretient Michaela Weiss, qui a été une des faiseuses de la littérature, de l'historiographie, de la littérature nord-catalane, par rapport à ses poètes et même elle-même dans sa diffusion de ces actions-là, puisque c'est une des personnes importantes dans l'action autour de la littérature nord-catalane, et c'est une femme également. Et la seconde question, je la pose de suite, c'est est-ce qu'il y a des rapports avec des poètes de Catalogne, d'autres territoires et de l'ère catalanophone qui ont été mis à jour entre les figures que tu as mentionnées et qui permettraient un petit peu de mettre en avant peut-être certaines connexions ou du moins certaines lectures ou influences et mutuelles peut-être et entre ces auteurs. Merci beaucoup de ta question. Donc, la première, si j'ai bien compris, c'est la tâche importante de Michaela Valls, non? Donc, chaque année, à Illa, il y a un rencontre avec des conférences qui s'appelle Diades Poncianes. Donc, à la base, était pour son frère, non? Josep Sebastià Pons.
d'ahí les Diades Poncianes, mais que beaucoup d'années, donc on a parlé aussi de sa sœur, Simona Gai, et donc ça a été un moyen de diffusion de la voix de Michaela Valls, qui a exprimé, et donc par exemple, je me souviens, il y a 5 ans, ou un petit peu plus, j'ai grandi trop vite, elle nous avait fait une conférence sur El Dietari, qui n'a jamais été publié. Et j'avais trouvé cette conférence magnifique parce qu'elle lisait des fragments, elle les expliquait et tout ça. Et elle a un projet de publier ce journal, mais voilà, pour l'instant, elle m'a dit que pour l'instant, c'est un peu paralysé, je suppose aussi à cause du Covid, parce qu'on ne peut pas faire une diffusion sociale qui est importante aussi, non? Mais voilà, Michaela Valls est une grande spécialiste en la littérature nord-catalane et elle a fait beaucoup de choses, elle a beaucoup d'articles aussi dans des revues actuelles de la Catalogne du Nord. Par exemple, les cahiers des amis du vieux île. Donc, elle a beaucoup d'articles sur la littérature nord-catalane, sur Simona Gai, sur José Sebastià Pons et d'autres auteurs. Et donc, sa tâche, elle est très importante. Et aussi parce qu'elle a formé donc, des profs actuels, non? Parce qu'elle était prof à l'université, donc il y a beaucoup de profs actuels de secondaire ou de l'université qu'elle a pu former. Et la deuxième question, c'était les rapports entre d'autres écrivains catalans. Donc, par exemple, moi, je trouve que l'écrivain actuel, Irene Solà, dans Cantujo et la montagne Valla, donc on voit tout ça, non? On voit éco-critique, on voit écoféminisme à travers et on voit aussi cette pluralité des voix narratives qui se mettent au même niveau que les êtres humains. Donc, ça, c'est un exemple très clair actuel. Mais on a par exemple, bon, Maria Lacueva peut-être peut nous parler avec plus de... On a Materia de Bretagne où la nature, elle est dans la construction de l'espace et de l'identité de la narratrice, donc est très important, non? Et après, donc, on a par exemple une copine à moi qui a écrit déjà 2 poèmes et un livre de poèmes qui s'appelle Cova, Ana Fernandez, où il y a ces rapports avec les corps et avec la nature qui s'expriment à partir d'une même situation horizontale, non? Mais bon, il y a beaucoup d'autres exemples, donc n'hésitez pas à les exprimer si vous voulez. Et dans ma question, il y avait également, comme ça je continue simplement pour rebondir, est-ce qu'il y a eu des échanges avec, et de manière explicite avec d'autres écrivaines et de l'ère catalanophone ou autre ère qui permettraient également de créer un petit peu cette famille ou ce réseau d'écriture, hein? D'accord. Donc là, il faut que je élargisse un petit peu plus mes recherches parce que j'ai pas conscience de ça. Et en tout cas, s'il y a des contacts ou s'il y a des rapports, ils sont pas explicites et on les voit pas. Donc, c'est comme toujours on dit, un travail de picar pedra pour voir s'il y a eu des correspondances de lettres, par exemple. Il faut aller dans les archives et il faut vérifier ça, que sûrement c'est possible, hein, sûrement. Mais c'est un travail à faire encore. Je voulais juste ajouter à ce que Fabrice Coron vient de commenter. En fait, la lecture, l'éco-critique, la lecture, la critique des littératures du point de vue écoféministe, ça ouvre beaucoup de portes. On n'a pas trop de tradition dans la littérature catalane à utiliser ces méthodologies à la fin, mais je crois que ça peut nous donner des surprises. En fait, c'est très intéressant l'analyse que tu proposes. On a fait juste une petite dégustation, comme tu as dit, mais ça ouvre beaucoup de portes, ça montre très clairement le symbolisme qu'il y a. C'est une lecture très riche, en fait, qui enrichit beaucoup.
Je dirais aussi, par exemple, tu as nommé Carmen Sánchez Putillas, je pensais aussi à Maria Ibars, Mm, euh, Terra retirada. exactement, qui, dans les poèmes, surtout, elle utilise une symbologie plutôt liée à la mer, et au paysage de la Méditerranée, la mer directement, et concrètement de la Marina, Denia, etc. Mais aussi dans les romans qui sont toujours, qui se développent toujours dans un espace très concret, le changement entre le 20e, le 19e, 20e siècle, et avec tous les travaux, la production des vins, etc., des raisins, etc., qui est très, très, très allié à la terre, où les personnages vraiment sont très influencés par les cycles naturels et par le paysage, le contexte naturel. Souvent en conflit même, je pourrais dire. C'est pas toujours beau. Et il y a beaucoup de conflits, mais je crois que ça ouvrira aussi une lecture intéressante d'un point de vue écoféminisme, de l'éco-critique en fait. Sinon, je pense aussi à Isabel Sandy, à Andorra ou els homes d'Aram, qui fait partie aussi du corpus du CAPES du catalan de cette année, qui bon, les personnages s'imbriquent totalement dans la nature, non? Il y a quelques fragments où ce côté animalesque, sauvage des animaux, et ça se voit dans les personnages de Bepa, par exemple, ou dans d'autres personnages, non? Donc, c'est vrai que ça peut ouvrir les portes à cette analyse dans ce point de vue, où on peut trouver beaucoup d'écrivaines, en fait. Mm. Bon, je pense s'il n'y a pas plus de questions, nous finissons. J'ai rappelé simplement et vraiment que le prochain 6 d'avril, il sera le dernier séminaire de la cryptogène avec Marc Audi de l'Université de Bordeaux-Montagne et que nous parlerons aussi de la poésie. Et avec plaisir, nous aimerons que vous venez aussi à notre fois. Alors, à bientôt à tout le monde. Et Molt merci, Estelle. Fins aviat. A bientó.